Nous entendons parfois, les personnes qui présentent des défis importants n'ont pas besoin des services d'équipes spécialisées en CA. Tout au contraire, plus les défis sont importants, plus nous, entourage, devons nous mobiliser pour les contourner. Ces personnes vont nous contraindre à considérer d'infimes détails qui sont pourtant pour elles des obstacles insurmontables. Elles vont exiger de nous le meilleur de nous-mêmes et d'actualiser sans cesse nos connaissances. Plus les défis sont importants, plus il est nécessaire d'avoir une expertise. Alors, moi comme Stéphane, j'ai tendance à gigoter. Donc peut-être que je vais prendre le micro, peut-être pas. Lors des interventions que nous avons eues hier et aujourd'hui, on a vu à la fois la masse de questions que nous nous posons alors que les connaissances sont considérablement augmentées concernant l'autisme. Néanmoins, on a énormément de points d'interrogation. Et également les possibilités de réponse, d'imagination de chacun, les études qui sortent dans tous les sens, qui font que nous commençons à avoir des très grands sacs à dos. Et dans ces sacs à dos, eh bien, nous avons également des outils d'évaluation différents qui viennent enrichir notre panoplie. Et c'est de ça que nous allons parler maintenant. Cette question des évaluations dynamiques, dont l'objectif, en fait, est de tenter de répondre à une question qui est cette personne que je reçois, je vois que c'est difficile pour elle, mais jusqu'où est-ce que je pourrais l'amener et en passant par quel chemin, en fait, et réussir à faire ça lors de l'évaluation. Cette question, du coup, qu'on peut se poser, en réalité, c'est pourquoi est-ce qu'on évalue? Vous voyez, cette personne me consulte, elle est là, elle me pose des questions, et quelle réponse je peux lui donner, par quel chemin je peux passer. Du coup, il faut savoir si cette personne, en fait, elle vient pour une question diagnostique, est-ce qu'elle vient pour obtenir des adaptations de façon à améliorer sa participation sociale, est-ce qu'elle vient juste pour obtenir une aide, et dans ce cas, dans quel domaine on peut faire, et de ma part, l'aide. Et du coup, quelle méthode est-ce que je vais employer, sachant que la démonstration extrêmement riche de Stéphane vient de nous montrer que des méthodes, il y en a beaucoup, en CA compris. Du coup, ça fait un très bon sac à dos. Et dans ce sac à dos, eh bien maintenant, nous avons quelques évaluations dynamiques. Alors, sachez que par rapport à ce qui est disponible chez nos collègues anglophones, c'est rien. Donc, c'est tout petit. Et on peut déjà s'approprier ces quelques aides, sachant qu'elles vont certainement être multipliées. Donc, je vous ai mis déjà sur cette première diapo ce dont nous disposons de mon point de vue d'orthophoniste. Donc peut-être qu'il en existe d'autres pour les psychologues, peut-être qu'il en existe d'autres pour les ergothérapeutes ou d'autres pour les éducateurs, mais je ne me permettrai pas du tout de m'engager dans ce terrain-là parce que je suis orthophoniste. Donc nous disposons de la grille dynamique d'objectifs qui est éditée et disponible en ligne gratuitement et qui vient de Dynabox. En bas, nous disposons d'un outil qui vient de Genève qui s'appelle le Bluetooth, dont je vous parlerai après. Et au centre, vous avez un outil qui n'est pas encore diffusé, mais qui le sera également gratuitement, et qui est une grille d'évaluation de la littératie quand les enfants s'expriment en CA. Et qui n'est pas spécifique à l'autisme. En fait, aucun de ces outils n'est en réalité spécifique à l'autisme, mais on va regarder un petit peu ce qu'on peut en faire. Et pour bien utiliser un outil, il y a, surtout quand on en a déjà beaucoup d'autres, il est vraiment indispensable de se poser une question en tant que professionnel. C'est en quoi ces nouvelles évaluations peuvent-elles aider à mieux comprendre les compétences et les potentiels d'apprentissage des personnes autistes, puisque nous sommes dans le contexte de l'autisme, nous avons tout à fait le droit de nous interroger sur ce qu'il y a de spécifique les concernant. Je pense que c'est une question qui doit nous guider dans notre démarche. Pour faire ça, il faut regarder ce qu'on a dans le sac à dos. Alors, on peut faire un petit outil, un petit tour d'horizon, toujours en se plaçant de notre point de vue.
on dispose d'un nombre très élevé d'évaluations statiques. Par exemple, en orthophonie, on peut solliciter la MEPSI, le PEP-R, même dans certains cas, le TEA-CH, même en orthophonie, par exemple, les hexalangues évidemment, et tout plein d'autres. Ces évaluations que nous connaissons, on les utilise énormément sur le plan diagnostique, parce qu'elles nous permettent de faire une photo, en réalité, de l'ici et maintenant, des performances que la personne parvient à nous montrer dans ce contexte d'évaluation. Nous disposons d'outils cognitifs, langagiers, neuropsychologiques, qui tous ont en commun de nous donner des résultats qu'on va comparer à une norme. Alors ça pose déjà une grande question quand on est face à des personnes qui d'emblée se situent hors norme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va comparer, alors que d'emblée on sait qu'on est dans quelque chose de très différent. De plus, les protocoles, et ce n'est pas à vous, chers confrères, consoeurs, collègues, que je vais le redire, mais les conditions de passation sont extrêmement précises pour que les scores que nous allons obtenir puissent être comparables. Sauf que les conditions de passation, parfois, elles sont telles qu'en réalité, elles sont totalement inapplicables pour la personne que nous avons en face de nous. Et que pour obtenir quelque chose, en fait, on va devoir segmenter certaines évaluations, les passer en petit, parfois changer les images parce que les conditions neurovisuelles ne permettent pas du tout qu'on les utilise. Parfois associer des renforçateurs parce que les conditions sont tellement difficiles qu'il faut pouvoir vraiment motiver la personne. Donc d'emblée, on va certainement jouer sur des protocoles qui en réalité nuisent à l'établissement des normes. Le fait aussi que ce soit aussi difficile, c'est que les scores qu'on va obtenir peuvent être tronqués, en fait, et risquent d'aboutir à une sous-estimation des compétences réelles de la personne. En réalité, ce qu'on obtient, c'est ce qu'elle peut nous montrer dans ce contexte. Et vous allez voir, il y a plein de petites références. À la fin, vous aurez une page de biblio. Ce sont des études précises qui ont ciblé les risques ou les avantages auxquels vous pouvez vous référer, éventuellement pour aller plus loin que cette petite présentation de quelques minutes. Nous disposons d'autres outils que les évaluations statiques, parce qu'on n'arrête pas de chercher des solutions. Et notamment, nous avons les questionnaires parentaux. Alors moi, je dois vous avouer que je raffole les questionnaires parentaux, parce que je travaille en clinique, et qu'en clinique, là, je suis dans un bureau qui est carrément au sol, et que c'est vraiment très important de savoir ce qui se passe en dehors de mon bureau, parce que mon bureau c'est chouette, mais c'est quand même qu'une petite bulle. Et les avantages des questionnaires parentaux, c'est qu'ils vont nous donner un petit éclairage sur les réalisations dans les environnements habituels. Donc ça va nous permettre d'élargir, notamment quand les enfants sont très jeunes. C'est très compliqué de savoir réellement ce qui se passe en dehors. Les tests ne sont pas forcément très applicables, par exemple pour connaître leur niveau de vocabulaire. Donc on peut avoir vraiment besoin de ça. Ça nous donne une perspective écologique sur le développement de l'enfant. On va pouvoir observer un petit peu ce qu'il en est du vocabulaire, de la communication, de la socialisation précoce, du comportement adaptatif et aussi du retentissement fonctionnel de la difficulté présentée par l'enfant dans ces différents contextes de vie. Je crois que c'est pour ça que je les aime. Toujours on obtient des scores qui sont comparables à une norme, mais on sait que ces questionnaires parentaux qui sont tellement précieux, eh bien, eux aussi, ils ont des limites, en fait, et il est important que nous connaissions. Ils sont très liés aux capacités de mémoire des différentes situations des personnes, qui doivent en plus être elles-mêmes très bouleversées quand elles répondent à ces questionnaires. Donc, ça peut rendre les choses un petit peu compliquées. Ce sont souvent donc les parents qui répondent. C'est très dépendant de la subjectivité, de ce dont on se souvient, de comment on a compris les choses. Et puis, ça dépend également des biais culturels et ethniques de chacun qui font que parfois, les questions, elles nous paraissent très bizarres parce que c'est pas dans la culture. Donc, tout simplement, on a du mal à y répondre. Donc, on a cherché encore d'autres outils. Et on a sorti, et on en a beaucoup en autisme, et ça c'est très chouette aussi,
les évaluations fonctionnelles, qui sont souvent beaucoup utilisées par mes collègues éduques ou même par nous-mêmes les orthophonistes, qui nous donnent des indices sur les compétences qui sont utiles à la vie quotidienne. Donc là, vous avez un petit éventail. Il y a les filles qui ont un test ancien qui est encore très très précieux, toujours la Weinand, les matrices de communication et la FLS qui a été traduite. Par de l'observation guidée, en fait, on va pouvoir évaluer des compétences en communication, autonomie, socialisation, activité scolaire, etc. Leur intérêt, c'est que c'est écologique. Et Stéphane nous a bien montré à quel point il était absolument essentiel, non pas de regarder simplement des compétences à la loupe, comme la phonologie, le lexique, la syntaxe, même sur les deux versants, mais de voir ce que ça donne dans la vie quotidienne, pour la vraie vie de la personne. C'est ça qui compte, en fait, en réalité. Le souci qu'on observe, c'est qu'il peut y avoir des écarts très importants entre ce qu'on observe dans le contexte, même quand on réussit à faire des évaluations à 2 ou 3, qui, je vous dis tout de suite, est absolument impossible en libéral. Mais on peut obtenir des écarts vraiment importants entre le score global qu'on va obtenir et la réalité contextuelle, qui est parfois beaucoup plus difficile ou parfois beaucoup plus facile pour la personne. Elle peut être bien meilleure dans certains contextes ou plus faible dans d'autres. Donc cette réalité, en fait, elle est toujours à nuancer. Nous disposons aussi d'autres outils, et vous savez, je les aime tous, ce que je vous montre. Comme les évaluations développementales et dynamiques, comme le ViviMap, qui nous renseigne sur les compétences langagières et sociales de la personne, et qui est fondé sur l'analyse appliquée du comportement, qui nous permet d'obtenir un profil développemental qu'on peut comparer en plus à des temps 1, 2, 3, 4, et qui nous montre du coup l'évolution, et qui nous donne aussi des indices sur les obstacles au développement, ce qui est extraordinairement important pour nous guider dans nos prises en soin. Ça nous permet d'obtenir des projets d'enseignement individualisés, mais ce que les études ont montré, c'est qu'il y a une validité des contenus des différents systèmes qui en réalité est partielle. Il n'y a pas que pour le ViviMap, et que surtout, en réalité, il faut être compétent en ABA pour vraiment bien le remplir. Et que parfois, en fait, on obtient disons qu'on a remarqué que la fiabilité inter-évaluateur n'était pas toujours très bonne. Et moi, je vous avoue qu'en tant que clinicienne, j'ai été heureuse de lire cette étude parce que ça m'a incité à faire preuve de rigueur, et je suis retournée en formation quand j'ai vu cette étude pour améliorer ma propre compétence. On s'est rendu compte que les obstacles au développement, les barrières, parfois étaient un petit peu soumises à la subjectivité, en réalité, de la personne qui répond. Et là, pareil, il faut retourner en formation pour utiliser l'outil vraiment joliment, parce que c'est un outil précieux. Du coup, on a vu dans ce petit panorama des différents outils dont nous disposons, que tous, en fait, en réalité, nous font un état de l'existant. Il nous faut des photos qui sont quand même plutôt pas mal, surtout quand on prend les 1, 2, 3, 4 photos issues des différents outils dont nous disposons. On peut faire un T1, un T2, comparer un petit peu ce qu'on a obtenu, regarder si on y arrive, si on n'y arrive pas, et être satisfait ou se dire qu'il faut se remettre au boulot et sortir les avirons. En revanche, ça nous conseille difficilement sur comment on fait en réalité pour passer de T1 à T2. On tâtonne. C'est-à-dire que voilà, c'est chouette, ça a marché, du pip, très bien, c'est cool. En revanche, quand ça ne marche pas, on peut tâtonner, on recommence. Et c'est là que les évaluations dynamiques peuvent également intervenir pour nous donner des billes dès l'évaluation, de façon à trouver des indices qui vont pouvoir à la fois guider notre intervention, mais également nous renseigner sur le potentiel d'apprentissage de la personne qu'on évalue si on utilise tel ou tel indice. Et on pourra tâtonner un petit peu moins, on espère.
Donc, je vous propose qu'on regarde un petit peu les évaluations dynamiques. On va commencer par parler de ses origines et de ses principes fondateurs. Et si vous regardez les dates, ça date pas d'hier. Nous sommes d'accord. En fait, ça se fonde beaucoup sur la notion de zone proximale de développement. Il faut que vous sachiez que ce PowerPoint, moi je le donne à la rapide, donc vous pourrez le garder. Parce que ces petites références, elles sont accessibles et comme ça vous pourrez les lire. Donc ça se fonde beaucoup sur les travaux de Vygotsky, qui sont quand même vraiment anciens maintenant, ils ont presque 50 ans, et notamment sur la définition de la zone proximale de développement qui correspond en fait aux tâches que la personne peut réaliser à condition qu'on lui donne un petit coup de main. Et tout dépend bien sûr de quel coup de main, en fait. Donc pour y arriver, en fait, on regarde grosso modo les tâches que ces personnes réussissent à réaliser sans aide, celles qui sont irréalisables même avec de l'aide, et celles qu'elle parvient à réaliser pour peu qu'elle ait le coup de pouce. Vous voyez ce petit coup de pouce. Si jamais il y a une augmentation avec un petit coup de pouce, cool, c'est là qu'on doit intervenir. Et les vieux comme moi qui ont été fortement formés à Teach, je suis sûre que ça vous rappelle plein de choses. Je vois les amis qui opinent du bonnet, parce que nous avons des échecs, des réussites. Bon, bah ok, c'est raté. Ouais, parce qu'il faut vraiment s'obstiner là. Ok, c'est réussi. On n'a pas besoin de donner un coup de main là. Mais les émergences, vous vous rappelez les émergences? Les émergences, c'est vraiment la zone dans laquelle, si jamais on agit, et bien bizarrement, c'est totalement magique, mais il y a des choses qui étaient ratées qui vont arriver en émergence. En gros, on est là. Mais on dit un peu autrement. Et ça s'est appuyé aussi sur les travaux de Feuerstein. Alors là, moi, je dois vous avouer que comme je fais attention à la civis, j'ai un petit peu sursauté parce que la méthode Feuerstein a été en son temps fortement désignée par la civis, en fait. Donc voilà. Mais il se trouve que l'apprentissage médiatisé, la civis, vous savez, c'est tout ce qui surveille l'arrivée des sectes, en fait. Les méthodes sectaires. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire avec ouverture d'esprit, parce que moi j'ai sursauté quand j'ai vu ça. Mais néanmoins, c'est lui qui a défini avec ses collaborateurs la notion d'apprentissage médiatisé, qui est le fait de trianguler l'apprenant, l'enseignant et le savoir, en fait. Et qui définit ce principe que si jamais on aide quelqu'un à apprendre de la bonne façon, et bien cette personne a fini par y arriver, en fait, à condition de lui donner une expérience d'apprentissage qui soit agréable, éthiquement acceptable et qui l'accompagne joliment. Pourquoi il faut toujours garder les yeux ouverts? Parce que moi j'avais très envie de fermer les yeux. Il y a des points de comparaison qui nous permettent de différencier ce qui relève d'une évaluation statique d'une évaluation dynamique. Une évaluation statique, elle intervient dans un contexte qui est le contexte de l'évaluation et de notre protocole. Pour que la personne puisse vraiment bien répondre à ce protocole, nous devons la mettre dans un contexte spécifique de façon à rendre très purs les résultats que nous cherchons. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Le contexte dynamique, ce qu'il a de très agréable, c'est qu'il est souvent naturel. Mais sachez qu'on commence à disposer d'évaluations statiques avec des indices dynamiques, logotool notamment. Ce qui nous permet quand même d'avoir quelque chose d'un petit peu pur, mais en tenant en compte du coup de main, du coup de pouce. Les évaluations statiques ont des protocoles de passation, les évaluations dynamiques ont des protocoles de passation. On ne fait pas n'importe quoi. Surtout, les protocoles de passation, en réalité, sont fortement destinés à notre observation, en réalité, dans l'évaluation dynamique. Alors que dans l'évaluation statique, c'est vraiment l'action que doit réaliser la personne qui va répondre. C'est là qu'est souvent la nuance. Dans l'évaluation statique, on donne une consigne, on attend un type de réponse. Et c'est très précis, en fait.
Ça va être une désignation, une dénomination, une action, etc. C'est très précis. Dans l'évaluation dynamique, il n'y a pas toujours de consignes en réalité. On observe parfois ce qui va se passer dans un contexte donné. Je vous montre une petite vidéo tout à l'heure. Le contexte en lui-même est un indice, en fait. Et que fait la personne si jamais elle est dans cet indice contextuel? Quand on rentre dans cette salle de conférence, selon qu'on doit être ici ou là-bas, les indices spatiaux nous indiquent comment on doit se comporter. C'est un indice avec une consigne implicite dans le contexte. Mais il peut y avoir également des indices ou des modèles qui sont donnés par l'intervenant. Et si jamais on reprend l'image de cette salle de conférence, moi je suis arrivée hier, j'avais tardé pour prendre mon café, et bien quand je suis arrivée, tout le monde était assis et je n'osais pas rentrer parce que j'ai des chaussures qui font clac-clac. C'est amplement gênant. Donc, quand je suis rentrée, j'ai poussé la porte et un intervenant très gentil est venu m'aider parce que la consigne contextuelle ne me suffisait pas et m'a guidée, m'a donné une petite consigne directe qui m'a indiqué de quelle façon je devais aller m'asseoir. Et du coup, je suis allée m'asseoir parce qu'il m'avait bien aidé. Dans l'évaluation statique, on va avoir un score attribué. J'aurais eu 0 en indice contextuel. Ça, c'est clair, si jamais il n'y avait eu que ça. En revanche, comme nous sommes dans une évaluation dynamique, avec le petit coup de pouce de l'intervenant sur son indice direct, hop, j'étais un petit peu meilleure, qui indiquait qu'avec un peu d'aide, je pouvais aller m'asseoir à côté de mon ami Louise, à condition qu'on m'ait indiqué le chemin. Vous voyez cette nuance? En fait, ce sont souvent des choses très simples dont on étudie l'effet dans un contexte donné. Il y a des grands principes en évaluation dynamique. L'objectif, c'est vraiment d'évaluer le potentiel d'apprentissage de la personne. Vous voyez, on ne s'arrête pas à notre observation statique. Nous avons un autisme sévère avec des troubles de la communication massive et des intérêts restreints sévères plus difficultés sensorielles. Bon, bah ok. On fait quoi avec? Qu'est-ce qui va se passer si jamais, par exemple, cette personne accepte le casque, qu'on lui met un siège qui est près du mur parce qu'il y a des troubles neurovisuels qui font que cette personne a des troubles de l'équilibre? Ah ben bizarrement, il y a beaucoup moins de problèmes de communication, c'est chouette. Vous voyez, cette petite aide comme ça lui permet d'avoir une participation sociale qui soit vraiment très jolie et du coup de réaliser son intervention. En fait, ces indices spécifiques ont permis un gain important en participation sociale à la personne. Et on en tient compte dès l'évaluation. Vous voyez, c'est gagner du temps, en fait, au lieu de tâtonner après, en fait, qui est l'idée. La méthode, c'est on regarde, on enseigne, on regarde, on enseigne, on regarde, on enseigne, on regarde, on enseigne, on regarde, on enseigne. Et le grand avantage, c'est que la plupart de ces évaluations sont fondées quand même beaucoup sur l'observation, en fait, et elles ont relativement peu d'effet d'apprentissage. Donc elles soutiennent la pose d'objectifs, mais sans être invasif pour la personne, en permettant la rigueur, en fait, de la personne qui évalue, tout aussi en la rassurant. Parce que vous savez, moi je trouve que dans ces contextes difficiles, être rassuré sur la possibilité que nous allons avoir d'aider la personne que nous avons en face de nous, c'est quand même vraiment très important. Et ça va nous guider pas à pas, comme ça, dans l'établissement de nos projets. C'est vraiment fondé sur le principe d'indices gradués qu'on évalue eux-mêmes au cours de nos recherches et de nos observations. Et on a des petites grilles et on les note. Et en fait, plus l'indice diminue, plus la personne devient indépendante dans la réalisation de l'objectif, même si elle met du temps. C'est fondé sur une expérience d'apprentissage médiatisé dont l'idée est qu'elle soit positive pour la personne. Arrêtez de leur faire peur quand ils apprennent. Et franchement, ça c'est vachement important. En fait, que les enfants d'emblée se retrouvent dans des situations où ils apprennent de façon agréable sans être
affolés parce que sur le plan sensoriel c'est détestable, parce qu'on ne soutient pas leur compréhension et que c'est hyper violent pour eux. Vous voyez, on a le droit de leur donner des aides dès le départ parce que de toutes les façons, on va pouvoir diminuer ces aides tout doucement, en fait, en réalité. Et du coup, les choses deviennent agréables et positives pour eux. Et ce qu'on va chercher en réalité, c'est à évaluer la possibilité de modifiabilité de la personne que l'on reçoit. C'est quand même super, en fait. Parce que tout le monde grandit, en fait, en réalité. Alors, ces études, différentes études nous ont montré qu'en fait, il y a des enfants, on sait qui sont durs à évaluer. Pour ça, ce sont les enfants bilingues, les enfants sourds, les enfants avec des comportements défis, les enfants avec des défis cognitifs, les enfants qui supportent des troubles du spectre de l'autisme, les enfants qui ont des troubles sensoriels sévères. Ça fait quand même pas mal de monde, en fait, tout mis bout à bout. Les enfants aussi, en fait, qui présentent des profils hétérogènes. Je suis sûre que la plupart des gens que vous connaissez ont des profils hétérogènes, qui du coup les empêchent de montrer leurs compétences dans tous les contextes. Et l'avantage, c'est, on parlait d'éthique à la fin de l'intervention de Stéphane, c'est ce type d'évaluation, en fait, c'est éminemment éthique. Parce que c'est écologique et c'est respectueux de la personne. On ne la violente pas, en fait. Ça lui permet de contourner l'anxiété, les difficultés de compréhension des consignes, du coup d'être davantage en réussite. Et nous, on sait comment on a obtenu ce résultat, puisqu'on va noter que c'est dans ce contexte que la personne parvient à y arriver. Et puis on n'a pas la pression du temps. Ah, c'est bien. Ce sont des observations qu'on appelle qualitatives et guidées, en fait. Donc ça c'est la GDO, que vous pouvez télécharger en ligne, elle est gratuite, la GDO 3. On regarde, vous voyez, quelles sont les stratégies, je vais vous développer un petit peu après. On regarde quelles sont les stratégies utilisées par la personne, parce qu'on a des critères. Donc on cherche à atteindre certains critères. Et le transfert d'une tâche à une autre aussi. Et on sait combien les difficultés de généralisation peuvent être complexes, en fait. Mais on regarde également le transfert d'un contexte à un autre, parce que l'idée, c'est que ces évaluations soient réalisées, quand c'est possible, dans 3 contextes différents, par 3 personnes différentes, en fait. Puis on met en commun, et on regarde un petit peu ce que ça donne. Alors, il y a des choses petites, vous allez voir. Ça, c'est le derrière, c'est le cachemire. Vous voyez par exemple en vert, vous avez différents indices qu'on peut utiliser. Le premier, c'est faire une pause. Laisser le temps à la personne de répondre. Alors moi, en réalité, je suis quelqu'un de très rapide, c'est mon défi personnel. Faire une pause suffisante, de taire. On a tous des défis quand on fait ça. Donner un indice naturel. Le fait de passer la porte et d'observer ce qui se passe. Disposé sur le plan spatial, en général avec ce type de configuration, qu'est-ce que je dois faire? Voir apparaître une boîte de chez, par exemple. Savoir que les toilettes sont derrière la porte sur laquelle il y a le picto. Vous voyez, l'aide apportée par les indices naturels. Les indices indirects. Oh, mon petit chou, tu m'as l'air fatigué. Est-ce qu'il va me dire quelque chose? Est-ce qu'il va me dire oui? Est-ce qu'il va me dire non? Est-ce qu'il va me dire coucher tard, faim, journée trop dure, enfin, etc. Vous voyez, raconter, en fait. C'est ce qu'on appelle un indice indirect. Mais ça peut être, vous savez, ce regard, en fait, qu'on va poser sur les choses. Ça peut être un indice direct. Dis-moi comment tu te sens. Et vous voyez, je pose une question directe. Tu vas où après? Par exemple, ce sont des indices directs, le type de réponse dont j'ai besoin. Et puis, la modélisation. Et sachez que ce qu'on pratique beaucoup, c'est la modélisation sans exiger de réponse, qui, comme Stéphane nous l'a dit tout à l'heure, est quand même très dépendante en autisme des capacités d'imitation. On doit se méfier un peu en autisme de cela, parce que si la personne a énormément de mal à imiter, eh bien, il faut lui délivrer un enseignement direct qui lui permette de savoir. En fait, il faut être explicite pour elle, ce qui signifie pas désagréable. Alors, je vous propose un tout petit jeu. Cette vidéo dure 30 secondes. Et alors, il va falloir que vous osiez prendre la parole.
parole, nous sommes entre nous, nous sommes entre amis, nous supportons tous la vie quotidienne, nous savons bien que ça peut être difficile avec les enfants autistes et avec nous-mêmes les jours où nous sommes fatigués, donc osez prendre la parole, on est tous concernés. Donc vous allez voir une petite vidéo qui aurait été de 30 secondes, je vais arrêter plein de fois. Quel indice est donné à Ava? En plus c'est trop joli comme prénom, Ava. J'ai un peu de mal avec ma boucle de vache. Alors, et tu te rappelles? Regarde. On va jouer. J'ai un peu de mal avec ma boucle de vache. Et moi j'ai un peu mal avec la tablette. Quel est ce premier indice à laquelle je parle? Merci Armel. Mais d'autres personnes l'ont dit, je l'avais entendu. Voilà. On a un indice naturel de l'activité qui va se produire. Mais en réalité, si vous regardez bien, il y en a un autre devant elle. Ici. Que vous apercevez peut-être qui aurait été le programme de la science. En fait, devant elle, elle a... Alors, elle n'a pas nécessairement quoi exactement. Parce que cet enfant a 5 ans, vous allez voir des capacités importantes, donc je peux lui montrer les thématiques des activités. Donc, on va jouer, après on travaille pour parler, et puis on a un livre. C'est ça qui va. Et quand le livre, si tu as bien travaillé, je pense que tu vas pouvoir avoir un livre. À mon avis, il doit y avoir un truc comme ça. Donc vous voyez, elle a un guide qui lui permet de savoir où elle se situe dans la charge de travail et l'arrivée du type de jeu que nous allons réaliser pendant cette activité. Ne dites pas que vous ne faites pas tout ça. On est d'accord. J'ai un peu de mal avec ma boucle de vache. Alors, et tu te rappelles? Regarde. On va jouer. Autre indice. Je fais quoi? Regardez ce que j'ai dans la main. Vous savez ce que c'est? C'est un tableau de com. Elle parle, c'est petit. Vous allez voir. Je fais quoi? Excusez-moi, je suis vieille, alors je suis fort. Allez-y, plus fort. Je fais un pointage augmenté en même temps que je parle sur mon tableau de communication. On appelle ça de la modélisation. Et en fait, je lui demande rien. Je suis juste en train d'augmenter en modélisant ce que je dis pour être sûr qu'elle comprenne. Parce que son défi à elle, c'est vraiment de bien comprendre. Et quand elle ne comprend pas, franchement, la vie, elle est angoissante. On continue? Vous voyez, je suis tout en bas. On essaie? Oui. Oups. Oh, m'énerve. Elle m'a répondu. Qu'est-ce que j'ai fait quand elle m'a répondu? Vous avez rangé la grille de communication? Vous voulez que je vous montre? Alors, je veux dire que franchement, c'est pas évident à voir. Hein. Ça passe vite, hein? Alors, et tu te rappelles? Regarde. On va jouer. On est. Oh, mais ça m'énerve. Bon, c'est la seconde où je râle. Elle me répond, moi je me tais. Pour moi, c'est très dur parce que je vais vite. Et je me tais. Et bien, je fais une pause. En fait, je lui laisse une place où s'exprimer. Tout simplement. En fait, c'est tellement simple que forcément vous cherchez quelque chose de plus dur, je suis sûre. N'est-ce pas? Bon, vous croyez que je vais encore faire la lunette là? On va jouer. On essaie? Oui, c'est ça, regarde. Oh, non mais c'est pénible ce truc. Je lui dis, regarde, et je montre. C'est un indice.
comme ça d'une diapo à l'autre, vous allez avoir mal à la tête et il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc je dois continuer. Mais ça signifie qu'en réalité, ces indices de la vie quotidienne, ils circulent très vite. Vous savez, là, je vous ai passé 5 secondes, en fait, en réalité. Les évaluations dynamiques s'appuient sur l'objectivation de ces indices. Vous voyez qu'ils sont gradués d'indices naturels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans notre environnement qui est truffé d'indices naturels, d'indices indirects, de quelle façon, de plus ou moins indirect, on va soutenir la personne. Par exemple, je peux faire un petit pointage comme ça sur la CA, ou d'indices directs, regarde, par exemple. Et on passe notre temps à circuler, comme ça, d'un indice à l'autre. Il faut que vous sachiez que les deux indices les plus probants sur le plan scientifique, ce sont les indices indirects et la modélisation en CA, sachant qu'en autisme, certaines personnes ont un besoin crucial d'enseignement explicite. Donc tout est toujours question d'équilibre pour nous. Donc vous voyez, on a par exemple l'item, répète le message, donc en CA, lorsque le message voulu a été mal compris ou ignoré, ou que le système de communication ne s'est pas exprimé correctement. Alors ça, c'est un item dans la compétence stratégique qui consiste en fait à réparer les bris de conversation induites par le fait qu'on s'exprime autrement. On va avoir le niveau d'indice dans la chaîne d'indices, donc le N c'est indice naturel, I indice indirect, D indice direct et M modélisation. Si jamais on va côté le plus à droite, c'est que la personne a besoin de beaucoup d'aide. Et le plus on va à gauche, le plus en fait cette personne est en train de progresser dans l'indice, même si elle ne l'a pas encore validé. Et vous voyez en bas, on situe un niveau contexte dépendant et on va mettre OP, objectif en progression. Voilà, en fait, on est dans un secteur émergent qui peut tout à fait être une cible pour l'intervention. Vous voyez cet item, en fait, il se situe là et on va pouvoir le reporter dans un programme d'implémentation des objectifs dans lequel on va pouvoir déterminer ce qu'on va faire, qui va le faire et quel est le degré d'occurrence auquel on va estimer en fonction de la personne que cet objectif est atteint. On va reporter ça dans un profil global avec un certain nombre de pourcentages qu'on va pouvoir comparer à T1 et T2. Sachez qu'avec l'évaluation de littératie, c'est le même principe, les items sont différents, mais on va pouvoir obtenir une toile d'araignée qu'on va pouvoir comparer pour voir les domaines qui sont plus difficiles que d'autres ou carrément les meilleurs, des barres si on préfère, et un score de réussite pour chaque item. Les apports dans la CAA, ils sont vraiment importants parce qu'ils visent à prédire la capacité d'apprentissage et la réponse à l'intervention. Et ça, vous voyez, c'est ce qui nous fait passer de T1 à T2. Ça nous indique également les gains potentiels dans les interventions éducatives, mais aussi les supports les plus efficaces pour chaque profil. Et puis surtout, ce qu'on sait, ce que les études ont montré, c'est que si jamais une évaluation statique nous montre bien T1, T2, en réalité, quand la personne demeure émergente, et bien T1, T2, avec des évaluations statiques, on a du mal à les mesurer. Alors qu'une évaluation dynamique va mieux nous montrer, en fait, l'évolution. Même si jamais ce n'est pas encore tout à fait atteint, ça va nous montrer que c'est en progression et quelle est la nature de cette progression pour la personne. En fait, on va avoir une graduation plus fine. Hier, Louise parlait du peigne, le peigne est plus fin, en fait. Là, c'est LogoTools. Donc, LogoTools, c'est une évaluation interactive gratuite qui est en ligne, qui vise le langage oral pur. Donc, cette évaluation, en fait, elle est en ligne, par contre, elle n'est pas mesurée pour l'autisme. Sachez-le. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre l'effet d'indice. En fait. Et sur un effet d'indice, on a quand même énormément de billes à tirer. Il y a des avantages et des limites, comme pour tout outil. Et je pense qu'un bon ouvrier doit connaître ses outils et savoir lequel sortir pour ne pas faire n'importe quoi. Les avantages
Les évaluations dynamiques, c'est qu'elles sont très adaptées aux populations difficiles à évaluer. L'inconvénient, c'est que, eh ben, on manque cruellement de protocoles standardisés. Mais cruellement. L'autre avantage, c'est qu'elles sont souvent beaucoup plus informatives. L'inconvénient, c'est qu'elles demandent beaucoup plus de temps de passation, en fait. Elles sont davantage chronophages et il faut une grande finesse d'analyse, en fait. L'avantage, c'est qu'elles donnent de la motivation et un sentiment de compétence aussi bien à celui qui fait passer, ce qui est quand même important, qu'à l'enfant et à sa famille. Le problème, c'est que c'est subjectif aussi. Voilà, c'est comme pour tout. Il y a du plus et il y a du moins. Nous devons le savoir. Alors, rassurez-vous, je vous parie que je vais presque être à l'heure. Vous pariez qu'en une minute et demie, je vous le fais. Sans parler trop vite. Alors, tout ça, il faut l'articuler. En clinique, un clinicien, c'est un bon ouvrier, et il doit avoir ses bons outils. Il doit avoir des outils statiques, il doit avoir des évaluations développementales, il doit avoir des outils dynamiques, et savoir comment se saisir de chacun, de façon à les adapter à son patient. Par exemple, pour j'aurais une minute. Par exemple, on va pouvoir utiliser cette vieille Hello dont les normes statistiques datent d'il y a 25 ans. Donc, de toute façon, c'est explosé. Mais j'ai jamais compris la valeur d'utiliser des normes statistiques pour des personnes qui sont exceptionnelles. Mais voilà. On va la coupler à une bonne map qui va nous donner plein d'informations intéressantes. Et vu qu'on va avoir besoin de montrer le langage, eh ben, une GBO3 va nous guider dans notre intervention tout le temps. Par contre, je dois vous avouer que c'est joli de voir ça, mais moi j'ai une très grande frustration. Parce que ce que je voudrais savoir, c'est ce que mon patient en pense. Et en autisme, même en faisant des talking maths, eh bien, je dois vous avouer que j'ai dirigé un mémoire l'année dernière sur ce sujet, et ce qu'on a vu, c'est qu'on arrivait très bien à utiliser les talking maths pour les enfants avec des troubles moteurs, mais les enfants autistes avaient plus de mal jusqu'à 10 ans à se saisir de cet outil pour m'indiquer à moi, dans mon cœur, ce que eux, ils voulaient. Donc je vais demander à leurs parents, mais l'étude a aussi montré que leurs parents, ils avaient un gap. Donc voilà. Donc on y va avec une grande humilité en tant que clinicien, parce que c'est difficile de savoir ce que veulent vraiment nos patients. Ce qu'il faut, c'est viser la participation sociale. Dans quel contexte les enfants vivent-ils? Pour ça, on a besoin d'avoir des évaluations fonctionnelles et de les imaginer dans leur vie à eux. Ce qu'on sait que leur vie à eux, le reste, on s'en fiche en réalité. Et enfin, il faut intégrer les meilleures pratiques et lire avec un très grand soin tout ce que Stéphane vient de nous apprendre. Et tout ça, en fait, en articulant la recherche, la clinique, l'environnement, le patient dans la démarche de bonne pratique, le BP, quoi, en fait, tout simplement, on va réussir à faire un patron qui va être de la haute couture, exprès pour ce patient, en fait. Quelque chose d'extrêmement taillé, mais que pour lui, en fait. C'est un peu à ça qu'on sert. Donc, la conclusion. La conclusion, c'est quand on veut savoir quoi et maintenant, ben, on dispose de plein d'évaluations statiques. Quand on veut savoir quoi partout, on a les questionnaires parentaux. Quand on veut savoir comment il faut, on va sortir des évaluations fonctionnelles. Et quand on veut savoir, et après quand on va se débrouiller, on a les évaluations dynamiques. Donc du coup, avec tout ça, on va obtenir des photos, un album photo, la situation en classe, un petit film, et un petit film avec nous, parce que c'est toujours sympa, en plus vous pouvez les regarder par après. Et c'est fini. Décrocher ou pas, puisque nous allons passer aux questions. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis orthophoniste en libéral. Je voulais savoir si vous aviez des conseils pour qu'on soit de bons petits ouvriers pour mettre en place ce type d'évaluation. Moi, ça m'a beaucoup parlé, mais effectivement, je rejoins les inconvénients que vous avez décrits, le temps, comment faire, le manque de protocoles standardisés
Et est-ce que voilà, il y aurait des petits tips pour se lancer là-dedans sans se sentir submergé par les difficultés, quoi. Comme c'est ma consoeur, je vais me permettre de lui dire tu. Ça tombe. Le grand inconvénient en libéral, c'est la différence entre la nomenclature qui va facturer un bilan et le temps des séances. Un bilan, ça se réalise en un rendez-vous. Alors, depuis quand on fait le tour d'un enfant exceptionnel en un rendez-vous? En revanche, je ne fais pas très poli ce que je viens de faire. En revanche, le premier bilan et la réception des questionnaires parentaux, on le sait que l'enfant il a besoin de nous. On est d'accord. Eh bien, si on le sait qu'il a besoin de nous, et si on le sait que de toutes les façons, sur le plan éthique, cet enfant il doit s'habituer à nous, honnêtement, on fait sa DAP et on réalise ces évaluations dynamiques qui, de toutes les façons, sont directement corrélées à l'intervention pendant le temps des séances. Et avec sérénité et paix dans son cœur. Non mais sérieusement, en tant que vieille dame, moi je vous avoue que je trouve qu'il faut un an pour connaître réellement un enfant exceptionnel. Et on ne peut pas faire un bilan une fois. C'est un petit tips. Louise? Quand vous faites des choses dans des organisations collectives, par exemple, comment tu présentes ce genre d'évaluation, forcément qui est exactement pertinente, on le sait, mais à soit des collectifs de type scolaire, soit des collectifs de type médico-sociaux, qui sont souvent pluridisciplinaires, très souvent de formation enseignante ou éducative, et qui sont parfois tout à fait partie prenante en termes de dynamique et d'objectifs, mais se sentent acculés par le manque de temps et la dimension collective, en fait. Tu sais, moi j'interviens en libéral, le manque de temps. Je comprends tout à fait. En fait, je réponds ça ne prend pas comme argument. Parce que j'ai été en libéral et je m'occupe aujourd'hui d'équipes, et ces équipes ne sont pas forcément toujours sensibles à l'argument. Enfin, voilà, alors par contre, aider les équipes, c'est très important. C'est très important parce que c'est l'environnement de l'enfant. Et ce qui compte, c'est cet enfant, en fait, en réalité. Et souvent, ce que je fais, c'est que je leur demande de me faire un film de 5 minutes. Je n'ai pas besoin de davantage. Un tout petit film. Et je vous avoue, on n'a pas parlé des familles, mais pour moi, la famille, c'est le premier environnement de l'enfant. Donc elle passe pour moi avant même l'institution. Et je vais demander aussi un petit film de 5 minutes à la famille. Donc en fait, chacun va avoir son petit film. Et dans les cas, je leur dis, voilà, j'ai besoin que vous me fassiez 5 minutes de telle intervention. Alors pas plus de 5, parce que moi aussi, après, je vais passer du temps à compter toutes les fois où il y a de la modélisation, des trucs, des machins, et c'est des 4 chronophages, et c'est moi qui vais les faire. Mais j'ai pas besoin de plus. Et c'est ça qui va me permettre, en fait, de faire les 3 secteurs, en fait, et sans aucun jugement. Parce que c'est bien à quel point tout est difficile. Donc même si les magiques, c'est leur problème si elles ne comprennent pas les textes des autres, moi je comprends le leur, et je sais combien c'est difficile. Donc quand je vais regarder le film, je regarderai en tant qu'on regarde l'un et l'autre. Et comme ça, je peux coder 3 fois et avoir un moyen-âge. Merci. On va encore prendre une question. Sans la pause de quelques minutes.